Pourquoi est-ce que vous aimez le sport? Peut-être que vous aimez les émotions que cela procure, le stress avant un grand match, l'euphorie collective après une victoire. Ou peut-être que c'est plutôt la perfection du geste qui vous fascine, la maîtrise absolue du corps et de l'esprit que certains athlètes atteignent et dont le commun des mortels ne peut que rêver. Ou peut-être que c'est totalement autre chose. Peut-être que pour vous, le sport ça ne se regarde pas, ça se vit. C'est un défouloir, un moyen de vous sentir vivant, de repousser vos limites. Alors, pourquoi est-ce que vous aimez le sport? Gardez bien votre réflexion en tête, parce qu'elle conditionne totalement la réponse que vous avez envie d'apporter au titre de cette vidéo. Le statut de l'e-sport fait partie de ces nombreux sujets sur lesquels tout le monde ou presque a un avis, qu'il soit pertinent ou non. Maintenant, il y a une addiction aux vidéos des gens qui jouent aux jeux vidéo. Il y a des gens qui donc regardent d'autres gens en train de jouer Voilà. pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie, quoi. Parce qu'au fond, ce débat ne repose pas tellement sur des faits, mais sur ce que chacun d'entre nous attend du sport. Jusqu'à il y a quelques semaines, j'avais un avis clair sur la question. Mais au fil de mes recherches, il a énormément évolué. Alors quelle que soit votre opinion du sujet, ce dont on va parler aujourd'hui risque bien de bousculer vos certitudes. L'été dernier, nous étions 60 millions de Français à suivre les épreuves des Jeux de Paris à la télé. Sur une population de 68 millions, c'est énorme. Et ça montre à quel point aujourd'hui, le sport est un spectacle avant d'être une pratique personnelle. Et sous cet aspect, l'e-sport coche toutes les cases. Au fond, une rencontre sportive, qu'est-ce que c'est? C'est une opposition entre deux équipes, souvent dans un stade avec des milliers, voire des dizaines de milliers de fans dans les gradins, et beaucoup plus encore qui regardent le match à distance. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui différencie cette photo de celle-ci? Les deux ont été prises au Stade national de Pékin. La première en 2008 lors des Jeux Olympiques, et la seconde en 2017 pour les championnats du monde de League of Legends. Dans ces deux événements, le public applaudit les belles actions, célèbre les victoires, et porte des maillots ou des pancartes à la gloire des participants. En fait, ces deux expériences sont tellement similaires qu'une étude a même estimé que sur les 15 raisons principales pour lesquelles nous aimons regarder du sport, 11 d'entre elles se retrouvent dans l'e-sport. Dans la liste, on retrouve entre autres le sentiment d'accomplissement lorsque l'équipe que l'on supporte s'impose, la beauté du jeu, la dramaturgie ou la figure d'exemple qu'incarnent les joueurs professionnels. Pour faire simple, un fan d'e-sport vit à peu de choses près la même expérience qu'un fan de foot ou de basket. La plus grosse différence, c'est que les audiences ne sont pas encore comparables. Mais même sur ce terrain, l'e-sport ne fait que rattraper son retard année après année. En 2020, 435 millions de personnes avaient regardé au moins un événement d'e-sport. Cette année, on devrait franchir la barre des 600 millions et certaines compétitions n'ont pas à rougir face au sport traditionnel. À son pic d'audience, la finale du mondial de League of Legends 2023 a réuni autant de spectateurs que France Télévisions lors de la finale de Roland-Garros. Alors oui, ça reste très faible si l'on compare ça aux chiffres stratosphériques d'une Coupe du Monde ou des Jeux Olympiques. Mais aujourd'hui, le spectateur d'e-sport moyen a 26 ans, tandis que celui qui regarde du sport à la télé en a 50. Faites un saut dans le futur de 20 ou 30 ans, et l'e-sport pourrait bien rivaliser, voire dépasser certaines grandes disciplines sportives en termes d'audience. Et je suis pas le seul à y croire. Depuis 2022, l'e-sport est reconnu comme une discipline sportive par le Comité international olympique et a fait son apparition au programme des Jeux asiatiques. En 2023, l'Olympic eSport Week de Singapour a fait office de premiers Jeux olympiques de l'e-sport avec 7 jeux au programme. Pour l'instant, les seuls jeux présentés sont des simulations sportives comme Zwift pour le cyclisme ou Gran Turismo pour les sports mécaniques. Mais c'est un premier pas avant, qui sait, de voir un jour une médaille olympique décernée à un joueur de CSGO ou de Rocket League. Et je sais exactement le type de réaction que cela suscite chez certains d'entre vous. Comment est-ce qu'on peut considérer ces joueurs comme des athlètes olympiques? Comment est-ce que quelqu'un qui joue aux jeux vidéo pourrait être placé au même stade que Léon Marchand ou Noah Lyles? Je vais être honnête, ces questions je me les suis posées, et la réponse est pas si évidente que vous le pensez. Mettons les choses au clair, si vous n'avez aucune chance de courir un jour le 100 mètres sous les 10 secondes, vous n'en avez pas beaucoup plus d'atteindre un jour le niveau de performance des meilleurs joueurs d'e-sport de la planète. Parce qu'à très haut niveau, l'e-sport est une prouesse. Lui, c'est Lee Sang-hyuk, mais la plupart des gens le connaissent sous le nom de Faker. C'est un joueur professionnel de League of Legends, 5 fois champion du monde et médaillé d'or aux Jeux asiatiques de 2022. Avec beaucoup de mauvaise foi, on pourrait dire que Faker ne fait que jouer aux jeux vidéo. Mais ce serait comme dire que Lewis Hamilton ne fait que conduire une voiture. Techniquement c'est vrai, mais c'est une vision assez malhonnête de la réalité. Les premières études sur l'e-sport nous montrent que les joueurs professionnels ont des capacités cognitives largement au-dessus de la moyenne, aussi bien en termes de vitesse de traitement de l'information, de prise de décision, que de leur capacité à passer rapidement d'une tâche à une autre. Une étude a par exemple mesuré que le temps de réaction moyen d'un joueur professionnel d'e-sport était similaire à celui d'un joueur de football américain. Et c'est pas étonnant quand on voit la vitesse à laquelle certaines parties sont jouées. En moyenne, on parle de 300 à 500 actions réalisées chaque minute. C'est entre 5 et 8 micro-décisions prises chaque seconde pendant un match pouvant durer plusieurs heures. Physiologiquement, cette intensité se traduit par une augmentation de la fréquence cardiaque et de la pression sanguine pendant la compétition.
Vous avez le droit de trouver ça pénible à regarder, mais ça n'en reste pas moins une vraie performance qui demande des compétences, du travail et de l'entraînement. Au quotidien, les équipes d'e-sport sont structurées comme n'importe quelle autre équipe sportive, avec un centre d'entraînement et un staff, qui intègrent très souvent des professionnels venus du sport traditionnel d'ailleurs. Les joueurs suivent un programme d'entraînement précis, mettent au point des tactiques, travaillent sur leurs points faibles. En fait, leur quotidien n'est pas très différent de celui de n'importe quel autre athlète. Alors où est le problème ? Eh bien, malgré toutes les qualités que l'on peut et que l'on doit reconnaître aux joueurs d'e-sport, il y a une évidence qui saute aux yeux, c'est qu'ils sont sédentaires. La nature même de leur discipline les oblige à rester assis pendant 6, 7, 8 heures par jour. Oui, beaucoup d'équipes professionnelles embauchent désormais des préparateurs physiques, mais leur rôle dans la performance des joueurs est plus indirect que dans le sport traditionnel. Ici, l'entraînement physique est d'abord utilisé comme un moyen préventif, pour limiter les effets néfastes de la sédentarité des joueurs, pas comme un moyen de les rendre plus performants. Alors on peut supposer qu'un joueur en meilleure forme physique aura une meilleure endurance mentale, ce qui l'aidera en compétition, mais le lien de cause à effet n'est pas aussi clair qu'un footballeur qui gagnera en explosivité. Si le sport est le divertissement le plus populaire de notre époque, ça n'en reste pas moins une pratique physique qui sollicite le corps et nous met en mouvement. Et à ce niveau-là, l'e-sport a moins d'arguments à sa disposition. Enfin si, il en a un que l'on entend presque à chaque fois que ce débat revient, mais qui ne tient pas vraiment la route. Cet argument, c'est que si le tir à l'arc ou le tir à la carabine sont reconnus comme des sports, alors l'e-sport en est un aussi. Et ça peut sembler logique, parce qu'en tant que spectateur, ces deux disciplines ont l'air de reposer sur la concentration et la précision des participants, plus que sur leur qualité athlétique. Comme l'e-sport en fait. Mais vous avez déjà essayé le tir à l'arc ? Et je vous parle pas de celui du camping, le vrai tir à l'arc. Parce que si oui, vous avez sans doute réalisé que c'est beaucoup plus physique que ça en a l'air. Un arc traditionnel a une puissance de traction qui varie entre 18 et 30 kg. Concrètement, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il bande son arc, un archer tire l'équivalent de 18 à 30 kg avec 3 doigts. Et il répète ce geste des centaines de fois à chaque entraînement et à chaque compétition. Pour ça, il doit rester parfaitement gainé, maîtriser son souffle et avoir une énorme endurance musculaire dans les dorsaux, les trapèzes et tous les autres groupes musculaires sollicités. Ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'un sport n'a pas besoin d'être visuellement impressionnant pour demander un effort physique important. Et même si ce n'est pas l'impression qu'il dégage, tous les athlètes de haut niveau sont physiquement optimisés pour les besoins précis de leur discipline. Et dans l'e-sport, on peut difficilement en dire autant. Mais allez, imaginons un instant que la question de la dépense physique ne soit pas un problème. Imaginons qu'au lieu de League of Legends ou Fortnite, les jeux les plus populaires soient des simulations sportives en réalité virtuelle où les participants doivent réellement bouger. Dans ce cas-là, il y aurait plus de débat, pas vrai ? Bah malheureusement, si. Aujourd'hui, personne ne possède le football ou la course à pied. Il y a des instances qui régulent le très haut niveau et organisent des compétitions professionnelles, mais si vous décidez de sortir de chez vous et d'aller courir un marathon dans la rue, vous n'avez besoin de l'autorisation de personne, parce que le sport est profondément universel. James Naismith a inventé le basket en 1891 aux États-Unis, mais ce sport a cessé de lui appartenir à la seconde où la première partie a été jouée. Personne n'a le pouvoir de faire disparaître le basket aujourd'hui. Il n'appartient à personne, et donc appartient à tout le monde. A l'inverse, un jeu vidéo sera toujours sous la responsabilité du studio chargé de son développement. Fortnite est la propriété d'Epic Games, qui peut à tout moment modifier le jeu, en changer ses règles, ou bannir un joueur de ses serveurs. Et naturellement, si Epic Games fait faillite ou décide que Fortnite n'est plus assez rentable, le jeu tombe à l'abandon sans que les joueurs puissent faire grand chose. Bien sûr, si cela devait arriver, Fortnite serait remplacé par un autre jeu, produit par un autre studio, et le monde de l'e-sport s'en accommoderait très bien. Mais je crois vraiment qu'il y a de la valeur dans la stabilité et le côté intemporel du sport traditionnel. L'espace de 90 minutes, un match de foot a le pouvoir de réunir un grand-père et son petit-fils autour d'une même passion, parce que dans les 80 ans qui les séparent, ce sport a finalement assez peu évolué, alors que l'e-sport d'aujourd'hui n'a déjà plus grand-chose à voir avec celui d'il y a 5 ans. Et ça ne risque pas de s'arrêter, parce que par définition, il est dépendant des avancées de l'industrie du jeu vidéo, et elle n'a aucun intérêt à ralentir. Chaque année, des centaines de nouveaux jeux arrivent sur le marché, et il suffit qu'un ou deux attirent suffisamment de joueurs compétitifs pour qu'ils deviennent la nouvelle référence de l'e-sport. Dans le top 10 des jeux qui ont réuni le plus d'audience en 2024, 7 ont été publiés il y a moins de 10 ans. Et c'est normal, très peu de fans d'e-sport regarderaient un stream d'un jeu vieux de 30 ans auquel ils n'ont sans doute jamais joué eux-mêmes. Alors je suis bien incapable de vous dire quel sera le jeu le plus populaire dans 5 ans, et encore moins dans 50 ans. Par contre, je suis assez confiant qu'on se réunira encore par millions devant un écran pour regarder 22 mecs en short courir après un ballon. Peut-être que ça suffit à disqualifier l'e-sport aux yeux de certains, mais au fond, est-ce que ça a vraiment de l'importance ? En 2023, le marché de l'e-sport pesait plus de 2 milliards de dollars dans le monde. Que ce soit un sport, un divertissement ou totalement autre chose, ça n'impacte en rien son succès. Tout ce dont l'e-sport a besoin, c'est d'un public suffisamment large pour attirer les sponsors qui financent tout l'écosystème. Dans cette optique-là, la reconnaissance des fans et des instances du sport traditionnel peut aider, mais elle n'est pas obligatoire. Les championnats du monde de League of Legends n'ont pas attendu le comité olympique pour être un succès. La 15e édition se tiendra cette année, et elle intéressera une fois de plus des dizaines de millions de fans. En fait, et je suis désolé si vous vous reconnaissez dans ce que je vais dire, les personnes les plus obsédées par cette question sont les fans de sport traditionnels qui craignent que l'on touche à leur passion. Pour certains, affirmer que l'e-sport n'est pas un vrai sport, c'est un moyen de protéger la valeur du foot ou du rugby, tout en minimisant celle de l'e-sport. Si c'est votre opinion, je peux la comprendre,
Mais je pense que vous vous trompez de combat. Le sport n'est pas un label de prestige que toutes les disciplines voudraient décrocher. Il n'y a pas de hiérarchie entre d'un côté les vrais sports qui méritent le respect, et de l'autre un paquet de divertissements sans intérêt. Les échecs par exemple sont régulièrement la cible de ces mêmes questionnements, mais ça n'a pas empêché la discipline d'exploser en popularité ces dernières années. Et de toute façon, les joueurs professionnels ne se lèvent pas tous les matins en se demandant si vous les considérez comme des athlètes, et les fans se moquent bien de savoir ce que vous pensez de leur passion. Si vous avez peur que vos soirées Ligue des Champions soient un jour remplacées par des soirées League of Legends, la solution n'est pas de critiquer, mais d'essayer de comprendre. L'e-sport ne va pas tuer le sport, mais je crois qu'il a beaucoup à lui apprendre, parce qu'on ne réunit pas des centaines de millions de spectateurs sans avoir quelques idées qui valent la peine d'être écoutées. Mon but avec cette vidéo, ce n'était pas de trancher et clore le débat une fois pour toutes. Déjà parce que c'est impossible, mais surtout parce que les questions que soulève l'e-sport sont plus intéressantes que les réponses qu'on peut y apporter. On se revoit dans 3 semaines.